propose qu'on continue en off après, parce qu'on est un petit peu en retard sur le timing, on a démarré très en retard. Je lance l'intervenant, il n'y a pas vraiment besoin de moi pour le lancer, mais je tiens à dire que je suis comme une millinette face à une star de rock. J'adore les conférences de Philippe Guellier, que je vais... Un vieux rocker. Un rocker avec la classe. J'adore ces conférences. J'ai souvent proposé aux commerciaux d'écouter votre conférence sur la chance, parce que pour moi, elle est très significative. Mais aujourd'hui, mesdames et l'optimisme, Philippe, vous avez la parole. Allez, on va y aller, on va tenter le coup. Si, voilà. Il y a, au mois de septembre l'année dernière, je me retrouve invité dans un colloque à la Sorbonne. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qui va si mal? Alors, ils avaient tiré au sort des intervenants. Moi, j'étais le psy du coin. On me colle avec un philosophe, bac plus 12, spécialiste de la déconstruction. Puis le genre, en plus, bonjour brushing, moi c'est brushing avec la mèche et tout, j'ai horreur de ce genre. Doutez pourquoi. Et le mec, il m'attaque bien en tête dans le débat en disant, oui, Philippe, comment oses-tu être encore optimiste dans un monde qui va si mal? Je dis, mon pote, parce que tu penses très sincèrement que si je deviens pessimiste, le monde va aller mieux? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans un univers qui, effectivement, fait que depuis 3-4 ans maintenant, on en a pris plein la tête. Dans le monde des affaires, ça a bougé tant que ça pouvait. Il y a des gens qui, dans leur vie, ont été secoués, ils ont été entourés par des éléments hostiles. Voilà, la mer a été un petit peu démontée. Mais moi, je travaille en permanence avec des entreprises, mais pas des entreprises de la tech, avec l'industrie, avec... Les gens, ils continuent à avancer. On fait la gueule. On trouve que le parapluie est trop petit, qu'il n'est pas assez bien aligné. Et les gens continuent. Alors, avant, je disais, on reste en marche. Je ne le dis plus. Ça faisait des discussions sans fin. Après, il fallait arrêter. Toujours est-il que, alors, on est dans le brouillard, d'accord, mais les gens confondent, ils croient que être dans le brouillard, c'est être dans l'obscurité. Non, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le réel sera par définition surprenant, il l'a toujours été. Mais même quand on est dans le brouillard, il se passe des trucs. On voit les gens qui sont à côté de nous, on voit des choses se dessiner sur le bord du chemin. Ça ne sera peut-être pas ça la réalité, mais on a des points de repère. En revanche, on a peur que le point de repère nous retombe sur la figure. Le pire n'est jamais décevant. Mais qu'est-ce qu'il a pu raconter un truc pareil? C'est impossible cette affaire-là. Alors ça pourrait être Houellebecq, c'est pas lui. Ça pourrait être Finkielkraut aussi, c'est le genre, c'est Michel Onfray. C'est pas eux. Ça pourrait être Schopenhauer. Schopenhauer, grand philosophe du pessimisme. C'est le mec qui a quand même donné la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. L'être humain est condamné dans sa vie à osciller tel un pendule en permanence entre la souffrance et l'ennui. C'est merveilleux. Il y en avait un autre qui est arrivé après, c'était Suran formidable. Suran. Le gars qui vous disait toutes les eaux sont couleur de noyade, on se suicide toujours trop tard, et on devrait remercier nos enfants de ne pas nous avoir fait un procès pour les avoir mis au monde. Les gars qui plombent l'ambiance. Mais le gars qui a dit ça, pas du tout. Si je vous dis itinéraire d'un enfant gâté, l'aventure c'est l'aventure, etc., Claude Lelouch. Bon. Mais Claude Lelouch nous dit, quand le pire arrive, c'est la première des disruptions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les choses différemment. Et Dieu sait que depuis 2-3 ans, le pire est arrivé dans plein de situations. Grâce à ça, il est en train de se passer des choses. Comment ça évoluera, on ne sait pas. C'est des ruptures. La plupart d'entre elles, on ne les a pas vues venir. Et il y en aura d'autres. Il y avait un grand académicien dans les années 60 qui avait dit, de toute façon, dans les situations désespérées, la seule sagesse, c'est l'optimisme aveugle. D'ailleurs, Coluche avait dit, Dutour vient de péter un câble, il nous explique que si on se retrouve par hasard dans la merde jusqu'au cou, c'est pas le moment de baisser la tête. Je vous laisse réfléchir parce qu'il y a 2 niveaux ici ce soir, donc c'est quand même fabuleux. Alors, après, il y a des situations où on se dit, mais laissez tomber, c'est mort. C'est mort de chez mort, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Ça, vous voyez, chers amis, c'est le consensus médiatique. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, quand la Russie tombe sur l'Ukraine, ils en ont pour 3 semaines. C'est tout vu, on est des experts. Ça fait des années qu'on attend ça, les pauvres Ukrainiens. Oui, oui, depuis quelques jours en ce moment, on y cherche dans le sud-ouest, on a un putain de doute. Hein, c'est pas ça qui était prévu. Et c'est toujours comme ça. Quand le Titanic est parti, le Titanic c'était un bateau, mais de folie, quoi. C'était un bateau où il y avait 7 restos sur le Titanic. Le plus top des restos du Titanic, c'était le restaurant des premières, le premium. Il était sur le upper deck. C'était un resto qui était l'équivalent d'un multi-étoilé aujourd'hui. Ils étaient tellement sûrs et certains qu'il fallait que ce soit le top du top, ils avaient construit des cuisines qui étaient collées à côté pour être sûr que la bouffe ne refroidisse pas, que tout se passe comme il fallait, etc. Et il y avait le top du top, là, au niveau réfrigération, cuisson, et tout, il y avait tout. Il y avait même les produits frais, dont les produits de la mer. Vous imaginez bien. Il y avait dans cet endroit-là, sur le Titanic, un énorme aquarium où il y avait des homards qui attendaient de se faire bouffer par la clientèle du Titanic.
Manque de bol, le Titanic coule. Allez, Omar, ne pas plus s'empêcher de se dire on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Le monde est fait comme ça de choses qui tournent. Alors, on est effectivement dans des logiques où on ne voit pas ce qui se passe. Mais, comment dire, si on repart un peu en arrière, et on remonte le temps, tous ensemble. Et c'est vrai que, imaginez que je vous dise, tenez, vous vous souvenez où vous étiez, vous, le 17 mars 2020 ? Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez probablement parce que c'est ce jour-là où ça a commencé à péter gravement. Mais d'ailleurs, quand on y réfléchit, attendez, à ce moment-là, première des disruptions, mais pas celle qu'on croit. Parce que ça sera une disruption dont on ne connaîtra en fait les tenants aboutissants que dans très longtemps. Les historiens sont dessus en ce moment, les économistes, etc. Mais moi, je m'imagine, moi, dans 30 ans, on est en 2050, j'ai 92 piges, je pète la forme, grâce à toutes les nouvelles techno, tout ça. Mes petits-enfants sont venus me voir, à l'endroit où je serai à ce moment-là. En plus, chez moi, c'est climatisé, dehors, il fait 50, alors tu m'étonnes qu'ils viennent. Et là, ils me disent, mais papy, la grande disruption du Covid, c'était comment? Et là, je peux vous dire que la disruption, ils vont comprendre. Hein. C'était une disruption qu'on ne peut pas comprendre. Avec mamie, on en a bavé. Rien qu'au début, par exemple, tenez-vous bien, ils ont fait écouter bien ce que je vais vous dire. On n'avait même plus le droit de sortir de chez soi. À l'époque, pour sortir de chez soi, il fallait une autorisation. Et qu'est-ce qui t'a donné? Moi. Ça. Oui. À l'époque, pour sortir de chez soi, il fallait s'autoriser. Mais si tu ne t'autorisais pas, tu avais une preuve de 135 €. C'était les années 2020, vous comprenez. C'est pas possible, il n'y avait pas des gens qui étaient assez débiles pour sortir de chez eux sans s'autoriser même. Si, parce qu'on était des rebelles. Et là, bien sûr, le gosse, c'est pour l'infirmière, qui a dit non, la papy, ça va pas du tout. Là. Vous allez m'augmenter son cannabis thérapeutique parce que là, on est en train de le perdre, il est en plein bourg. Là-dessus, on se prend une crise économique, mais là aussi disruptive. Première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une crise économique sans cause. On ne nous a rien demandé. On dit, tiens, si on s'arrêtait de respirer, tous en cœur, ouais, ça va peut-être aider les autres à respirer mieux. Les autres crises économiques avaient des raisons, bon sang. Le système bancaire pourri, le problème du pétrole, la demande, l'offre, tout ce que vous voulez. Là, non, rien, nada, que dalle. On s'arrête, on verra bien ce qui va se passer. On s'en est sorti, c'est reparti, etc. Là-dessus, on baisse notre garde en début d'année dernière, paf, et on s'en prend un autre, je dirais, qui nous tombe dessus, aux surprises. Donc on se dit, mais ça n'arrête pas en permanence, on peut rester optimiste dans un cas comme ça. Alors, c'est pas si simple. En fait, dans la vie, vous voyez, on est toujours comme ça. On est toujours à la croisée des chemins. À condition que, bien évidemment, on comprenne une chose, c'est que la caractéristique d'une disruption, c'est une bifurcation que généralement, un, on n'a pas vu venir, et deux, dont personne à ce jour n'avait pu anticiper les conséquences. C'est pour ça que c'est disruptif. Donc, en soi, c'est ni bon ni mauvais. Mais quand on en vit une, on dit, attendez, j'aimerais quand même, si possible, que ça m'aide à faire du mieux. Vous voyez, moi, je suis psy au départ, j'ai tout fait aussi, hein, la thérapie, du machin, etc. Bon, j'ai commencé, j'avais 30 ans, j'en ai 65. Ça fait 35 ans que je suis dans le business. Je n'ai jamais rencontré une seule personne dans ma vie qui m'a dit, monsieur Gavier, vous pourriez m'aider à échouer, s'il vous plaît. Je voudrais me planter. Je voudrais me planter bien. Et une loose mémorable. Un truc qui a un peu de cœur. Non. Tous les gens veulent s'en sortir. Le malade veut guérir. Celui qui n'a plus de pognon, il va en retrouver. Voilà. Celui ou celle qui s'est fait quitter, il va trouver quelqu'un. Voilà. Donc, on veut toujours en sortir. Qu'on est dans l'entreprise, on veut créer de la valeur grâce à ça. Chez les gens qui travaillent dans les entreprises, on va aussi vouloir créer de la valeur. On est dans une entreprise où les gens apprennent des choses, ils s'épanouissent. Tout le monde veut ça. Seulement, les règles d'or, si vous voulez, c'est toujours les mêmes. Pour réussir, il faut quoi dans la vie? C'est pas compliqué. Si vous avez des enfants, vous le savez, vos enfants, de temps en temps, ils vous ramènent un bulletin de notes. De temps en temps, le bulletin, il est ambigu. Et vous vous sentez obligé de dire, ah, je te préviens, hein, un bulletin pareil, tu m'excuseras. Je te préviens, si tu veux réussir dans la vie, tu as intérêt à retrouver quand même vite fait le sens du mot, et là, on lui fait le coup du travail. Pour réussir dans la vie, il faut travailler. Donc, attendez, on fait juge. On est ce soir, vous avez notre verre à la main, etc. Il faut travailler, mais ça dépend sur quoi. Ne dites jamais à vos enfants, si tu veux réussir dans la vie, il faut travailler. Parce qu'un jour, le gosse, il en a marre, il vous dit, tu veux dire réussir dans la vie comme toi? Ça y est, vous avez tout gagné, vous avez un rebelle à la maison, un zadiste. Et il n'a pas tort, parce que franchement, c'est pas le travail qui fait réussir. Le travail, c'est un accélérateur. Ce qui fait réussir, c'est le travail quand on applique un machin qui s'appelle le talent. Ah oui, trouver son talent et mettre des efforts dessus, là, c'est intéressant. Et pour peu qu'on ait un poil de persévérance,
ça sera encore mieux. Parce qu'il se trouve qu'on vit dans un monde de compétition. C'est-à-dire que celui qui gagne dans la société moderne, celui ou celle qui gagne, c'est celui ou celle qui s'est découragé en dernier. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on tombe, et on retombe, et on retombe, et on retombe plus haut, et ainsi de suite. Donc, il faut effectivement un état d'esprit là-dessus, qu'on appellera pour l'instant, faute de mieux, l'optimisme. Mais pareil, là aussi, c'est pas évident, parce que l'optimisme, si vous voulez, nous, dans notre pays à nous, l'optimisme, c'est moyennement notre truc. On est considéré comme étant un des pays les plus optimistes et les plus pessimistes du monde. C'est Audiard qui disait en France, de toute façon, si les pessimistes volaient, il ferait nuit. Et d'ailleurs, c'était Frédéric Dard, créateur du commissaire San Antonio, pour les boomers qui sont dans la salle, ça se sait, qui avait dit dans les autres pays d'Europe, c'est marrant, ils avancent tous dans la mauvaise direction. Nous, on est les seuls à reculer dans la bonne. Mais ça, c'est typiquement l'esprit français. Vous voyez, le français est le seul en Europe qui vous dira j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on est dans la merde. Bon, mais la bonne, il y en aura pour tout le monde. On est dans des univers comme ça où on est totalement paradoxaux. Là-dessus, la presse ne nous aide pas toujours. La télé, vous voyez, hein, si vous voulez vous plomber le moral, vous mettez sur LCI tous les soirs à 20h. Ça fait 1 an et demi qu'on pense que c'est la guerre chez nous. Il faut le faire. Là-dessus, je dirais, la télé est flippante. Et alors, si vous ne croyez pas à la télé, alors là, surtout ici, je n'ose pas dire ça, mais je n'arriverai. Si vous ne croyez plus ni à la presse écrite ni à la télé, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste ce merveilleux réservoir d'intelligence partagée, de bienveillance collective. J'ai nommé le pot de chambre collaboratif, hein, à savoir une partie en tout cas des réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non. Donc à partir de là, bien évidemment, on vous dit alors le moral, bof, quoi. Il pleut un peu dans la tête des gens. Vous avez beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans une logique de questionnement extrêmement anxiogène. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'y vais? Que va devenir la société? La planète réchauffe? Qu'est-ce que je fais? Etc. Bon, j'ai mal au pouce et tout. Bon. Et à partir de là, les gens vont se sentir dans leur point de vie, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des étudiants, des créateurs d'entreprise, stoppés dans leur élan, un futur qui se brouille. Je me suis à la croisée des chemins, je ne sais pas comment m'en sortir. Il faut que je me tire d'ici. Il faut que je me tire et que j'aille vers le soleil. C'est pas évident parce qu'on a l'impression que les emmerdements nous suivent. Mon grand-père me racontait une histoire comme ça. Il me dit, tu sais, dans une fanfare, pourquoi tu penses que les musiciens, ils marchent pendant qu'ils jouent? Parce qu'ils croient qu'ils peuvent s'éloigner du bruit. Eh ben non, justement, on ne peut pas. On est dedans. Il va bien falloir faire avec, quoi. Donc, est-ce qu'on peut croire à l'optimisme? On va partir du principe que oui. Pourquoi? D'abord parce que Google nous le dit. Là, on est sur le grand oracle. Quand je vous dis Google, parce que je suis mainstream, j'aurais pu vous dire Bing. Je vous dirais bien Quant, mais alors là, pour le coup, j'y vais jamais. Donc, j'en parle par oui dire. Bon, mais enfin, pourquoi pas quand même? Parce que si vous allez, par exemple, sur Google et que vous tapez pessimisme, en français, avec le E à la fin, pessimisme en français sur Google, accrochez-vous bien, 2 700 000 occurrences, à la louche. Bon. Maintenant, si vous tapez optimisme, avec le E à la fin, donc en français, Google France. À votre avis, il y en a plus ou il y en a moins? Plus. Qui dit plus? Très bien. Qui dit moins? Quand même. Mais vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, dans le fond, ça c'est le premier enseignement de l'optimisme, vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Il y en a 15 millions, plus de 15 millions. Ah ouais. Donc ça c'est la bonne nouvelle, ça c'est factuel. Hein. En tout cas sur Google, l'optimisme gagne au point. Voilà, ça c'est sûr. Après, il faut comprendre de quoi on parle, parce que ça marche comment l'optimisme? Si on part du principe, c'est oui, c'est un état d'esprit dans lequel on voit la vie en rose, tout va bien, etc. Alors ça, c'est la psychologie de bistrot, il faut arrêter immédiatement. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas uniquement avoir des lunettes rose bonbon sur le nez. Certains me disent, oui, maintenant l'optimisme en entreprise, on sait ce que c'est. Les optimistes, j'en ai plein, ils acceptent des projets, ils ne sont pas foutus d'aller jusqu'au bout, ils achètent des projets, ils prennent des projets trop gros pour eux. Ils ont un problème, ils vont utiliser l'outil, mais l'outil est utilisé de façon trop optimiste. C'est pas prévu comme ça. Et puis la plupart des grands optimistes, en plus, ils se la pètent, mais ils se la pètent gravement. Ils se voient beaux. Et comme ils se voient beaux, ils s'attaquent à des challenges déraisonnables. Mais non, mon gars, le prends pas mal, mais tu n'as aucune chance. C'est tout, on va pas en faire une histoire, c'est comme ça. Là-dessus, vous avez ceux qui vont se mettre dans des situations compliquées. Quoique là encore, j'ai un étudiant l'autre jour qui m'a dit, vous savez, Philippe, il ne faut pas croire, hein, le petit, là, il n'est pas optimiste, hein, il est malin, c'est un rusé.
il a compris que dans cette situation-là, cet instant précis, celui des deux qui a un doute, c'est le gros. Oui, c'est pas faux non plus. Vous avez ceux qui se sont rendus compte trop tard qu'ils ont été optimistes, ben alors là, c'est... Voilà, ça a fait oups. Et quand je dis trop tard, parfois c'est beaucoup trop tard. Pourtant, le mec, il avait pensé à tout. Et alors, vous avez même celui qui a voulu faire ça de façon décarbonée. Hein. Donc, je prends les transports en commun, j'achète pas beaucoup, puis facile à transporter, je rentre en stop et tout. Sur le papier, c'est nickel. Dans la réalité, il y a toujours des situations où on est un petit peu surpris. Bref, toujours est-il que soit on considère qu'on est dans le déni, soit on considère qu'on est dans la naïveté, soit on vous taxe d'indifférence. Ça va être très 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 compliqué cette affaire. Alors comment ça marche en fait? Écoutez, c'est pas compliqué. À l'époque, on a créé la Ligue des optimistes de France. Il y avait Jean Dormesson, Éric Orsena et Eric-Emmanuel Schmitt. Et notre collègue Christophe André avait donné une très belle définition. Il disait, vous voyez, l'optimisme, c'est tout bête. Au départ, c'est un pari. C'est le pari de la confiance a priori. Alors attention, quand on fait un pari comme ça, on risque de se planter. Évidemment. Hein. Quelqu'un qui fait confiance court le risque d'être trahi, déçu, trompé. Et oui, ça s'appelle la vraie vie, bienvenue. Mais dans le fond, s'il vaut mieux vivre une vie où on fait a priori confiance, quitte à s'en prendre à la tête, on dit non, moi jamais de la vie. Moi je fais confiance à personne, comme ça c'est clair. Hein. Mais là, est-ce qu'il va m'arriver des choses dans ce cas-là? Parce que Christophe André nous dit, l'optimisme c'est à la fois un sentiment de confiance, mais c'est en même temps la sensation qu'en cas de problème, il y aura des moyens, il y aura des voies pour s'en sortir, on trouvera de quoi il s'agit. En fait, l'optimisme, on pourrait presque définir ça comme étant le fait de mettre la réalité, aussi difficile soit-elle, sous tension positive. Des choses compliquées arrivent, il y a des difficultés, il y a des drames, il y a de la souffrance, et ça s'appelle le réel, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Et alors, on fait quoi? On consent au mal, on dit mais non, de toute façon la vie est pourrie, les gens sont cons. Ou on décide de lutter pied à pied contre le mal, pour essayer de donner tort au truc. Ça signifie, vous voyez, que la posture optimiste, elle passe aussi par des gestes barrières. Les gestes barrières du pessimisme. Premièrement, si on veut créer autour de soi, et qu'on soit optimiste ou pessimiste en termes de caractère, ça n'a plus d'importance. Dans le réel, quand on est un soignant, quand on est un parent, quand on est un manager, quand on a des clients, quand on est un travailleur social, je dirais, il y a des attitudes techniquement, méthodologiquement, qui vont, en tout cas, sinon créer de l'optimisme, en tout cas, activer le ressort optimiste chez l'autre. La première attitude, c'est, face aux situations les plus compliquées, je ne vais pas négocier avec moi-même. J'affirme qu'il y a une solution quelque part possible. Voilà. J'affirme qu'il y a une amélioration possible. On peut faire quelque chose. Je ne sais peut-être pas encore, on n'a peut-être pas encore tout essayé, peut-être qu'on l'invente, peut-être qu'on aille voir, qu'on redécouvre des trucs qu'on faisait avant, je ne sais rien, mais l'optimiste vous dit, attends, c'est pas cramé. On peut tenter des coups. Première idée. Deuxième idée, on va essayer de regarder en priorité ce qui va bien. Ça ne veut pas dire uniquement. L'optimiste, il ne refuse pas de voir ce qui va mal. Il refuse simplement de s'attarder dessus plus que de raison. Voilà. Quand mon meilleur ami est bon, je le regarde de profil. Voilà. Picabia, le peintre surréaliste, disait les artistes pessimistes, ils ont un problème. Ils sont persuadés que chaque journée est entourée de 2 nuits. Mais c'est une erreur. Heureusement, c'est le contraire. C'est chaque nuit qui est entourée de 2 jours. Alors, après, Coco Chanel, grande créatrice quand même, elle était disruptive, elle, pour le coup. Elle avait une phrase que je trouve assez intéressante, en tant qu'une grande psychologue quand même. Elle, une femme qui avait beaucoup vécu quand même, Coco Chanel. Et elle disait, les femmes pessimistes sont persuadées que tous les hommes sont volages. Les femmes optimistes espèrent bien que c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Comme le coup du verre à moitié plein, à moitié vide. Alors, quand on prend un verre d'eau, on ne se rend pas compte, mais quand on prend un verre de Saint-Émilion, par exemple, bon, je dis ça, je suis bordelais, donc, un verre de Saint-Émilion à moitié plein, il n'y a pas à tortiller. Le verre est à moitié plein, la partie la plus intéressante du verre, c'est celle qui est à moitié pleine. D'accord, on dit oui, mais il y a aussi la moitié vide. C'est pas vrai. Un bon verre de Saint-Émilion, à moitié vide, mais il y a l'arôme. À moitié vide, ça n'existe pas, c'est un concept, une abstraction. Le concept de verre à moitié vide, chers amis, a été inventé par des buveurs d'eau. Donc des gens dont il faut se méfier. Alors après, en entreprise, des fois, ça dépend. Parce que là, on en parlait, il dit oui, mais moi, chez moi, par exemple, non seulement j'ai des optimistes et des pessimistes, mais j'ai aussi des contrôleurs de gestion. Ah, alors, là, il faut y aller mollo. Mais quel rapport avec le verre? C'est très simple. L'optimiste vous dit, le verre, de toute façon, c'est évident, il est à moitié plein. Le pessimiste débarque, par exemple, en comité de direction, en disant, non, attends, regarde mieux. Le verre, hélas, il est à moitié vide. Il y a toujours un contrôleur de gestion qui débarque et qui dit, regardez encore mieux quand même. Le verre est surtout 2 fois trop grand. Hein. Après, ça dépend comment est-ce qu'on va prendre le problème. Et le dernier point, c'est celui-là.
L'optimiste face à la... Il agit, quoi. Il ou elle agit. On va faire des trucs. Deux intellectuels assis vont toujours moins loin qu'une brute qui marche. Voilà, hein. On n'est plus dans to be or not to be, ça c'était Shakespeare. Nous, on est dans to do or not to be. Si cette entreprise et OpenCell existe, c'est parce qu'on a été dans le to do or not to be. Où on fait des choses, où on ne devient rien, où il ne se passera rien. Et moi, j'aime beaucoup ce que disait Kundera. Je préfère vivre en optimiste, vous voyez, et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être le gars qui a eu raison. Et dans la vie réelle, dans la vraie vie, franchement, bien sûr, l'optimisme peut être trop risqué. Et oui, ça nous met en situation compliquée, parce que l'optimisme peut être en tant qu'attitude, ou un tremplin, ou un plongeoir. Bon. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, voilà, alors, c'est vrai que des fois, on se dit, il est peut-être en hyper-optimisme. Ça peut arriver. Il y a des situations où notre optimisme nous met manifestement en danger. C'est incontestable. Il faut l'admettre. Hein. Voilà. On se dit aussi, des fois, tu tournes le dos au danger, c'est risqué. Oui, parce que tu risques de te faire bouffer par le danger. Mais le gars, il est en hyper-optimisme. Moi, je dis, bouffer par le danger, je m'en fous. J'en fais quelque chose quand même. On gardera des souvenirs. Après, vous avez ceux qui se mettent dans des situations, non seulement pour eux, mais pour les autres. Le chauffeur de bus, là, il est moyennement cool, et pour lui et pour les autres. Vous avez des gens dont leur hyper-optimisme les met clairement en danger. Et quand je dis clairement en danger, ça peut aller, attention, encore plus loin. Là, on est carrément sur ce qu'on appelle la mise en danger de l'avantage concurrentiel. C'est pas rien, voilà, ça fait bizarre. Là, c'est l'expert, ça. Ça, c'est l'expert qui est gentil, les mentales, c'est bon truc, les tapettes à souris, je gère, fous-moi la paix. Oui, mais si ça pète, t'es mort. Prends au moins tes précautions. Mais s'il est en hyper-optimisme, même s'il prend des précautions, ça ne suffira pas. Il sera toujours dans une logique qui n'est pas suffisante. Puis parfois, on est aussi trop optimiste aussi pour les autres. Vous voyez, ah, oh là là. Et alors, regardez quand même, soyez attentifs, vous êtes toujours attentifs. Regardez le mec au bout, regardez bien, au dernier moment, il a un doute. Et, il tente de la PLS. Et ça ne marche pas. C'est assez terrible, ça. Pour être sérieux 2 secondes, en fait, vous voyez, le point commun que l'on a parfois avec le plongeur, le souriceau et le chauffeur du bus, c'est qu'on se retrouve dans nos vies face à une situation, ça peut être une situation d'amitié, d'amour, de business, où on a 2 caractéristiques. Et là, il faut commencer à faire attention, parce que l'optimisme, là, à ce moment-là, walou. Si je commence à être dans une situation de vie où je suis en train de mettre en danger vital quelque chose d'essentiel pour moi, ma vie, ma santé, mon patrimoine, une amitié, une histoire d'amour, la réputation de la boîte, etc. Attention, quand il y a danger vital et qu'en même temps, parce qu'il y a les 2 critères, hein, si je suis en danger vital sur quelque chose d'important et qu'en même temps, ce qui est le cas ici, je n'ai pas le contrôle, là pour le coup, on oublie l'optimisme. Il vaut mieux faire preuve d'un pessimisme intelligent, mais le pessimisme intelligent, c'est ce que c'est. Le pessimisme intelligent, ça s'appelle la précaution, la prévention, l'alerte, les scénarios de crise, etc. etc. On n'est pas, vous voyez, dans une espèce de logique où il y aurait d'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Non, simplement, quand il y a risque élevé et manque de contrôle, l'optimisme nous met en transgression. Et transgression et disruption, ce n'est pas la même chose. Parce que le bon choix, ça va consister à comprendre que ce n'est pas le bien et le mal qui s'affrontent, hein, ce n'est pas Voldemort et Harry Potter qui se fightent. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est plutôt dans une logique, vous voyez, où on est tiraillé entre des forces. On est dans une espèce de... On est aware, vous voyez, hein, voilà. On est aware, et parce qu'on a les 2 à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes habités par ces 2 dimensions-là. Et sur le terrain, au quotidien, heureusement qu'on est pessimiste, sans ça, on ne ferait pas de veille. Heureusement qu'il y a un petit pessimisme en nous, sans ça, on ne s'assurerait jamais. Hein. On n'assurerait pas sa bagnole, sa vie, sa baraque, quelle idée. Et si on n'était pas un peu pessimiste, on n'aurait jamais de plan B. Bon, on fait un truc, ça va se passer comme ça, tout ira bien. Donc, ce sont des choses qui tiennent... ça n'a rien à voir avec le fait d'être déprimé, etc. C'est une façon différente de se positionner activement par rapport au réel. Vous voyez. Et donc, dans le fond, c'est quoi l'optimisme? L'optimisme, c'est une énergie d'engagement, mais parler fort justement des objectifs de développement durable. L'optimisme, c'est vraiment une énergie d'engagement durable vis-à-vis des autres, dans nos rôles sociaux. Vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va la partager. Et cette énergie, elle se développe à travers des mêmes comportements pour tout le monde. Il existe effectivement 3, 4, 5 comportements dont on sait aujourd'hui qu'ils nourrissent, quand on les met en œuvre au quotidien, ils nourrissent l'esprit et entre autres de disruption chez les autres. Le premier critère, il est très simple. Il faut une fois pour toutes, mais une fois pour toutes, c'est un élément clé pour être heureux dans la vie.
il faut se réconcilier avec ses points faibles, de façon à mieux développer ses points forts. On a tous plus de points faibles que de points forts. Il y a plus de domaines dans lesquels on est totalement incompétent que de domaines dans lesquels on est compétent. Ça s'appelle la vraie vie. Bienvenue. Si je commence à dire, bon, les domaines où je suis bon, on oublie, mais je vais bosser maintenant sur mes faiblesses. Ça, vous voyez, c'est un orgueil d'immortel. Si vous êtes Highlander, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas Highlander, je suis désolé, le temps passe. Hein. Si vous avez vécu 90 ans en pleine forme, vous aurez vécu 33 000 jours. Donc il y a un début, un milieu, une fin. La vie est beaucoup trop courte pour perdre du temps à améliorer ses faiblesses. Il vaut mieux essayer de les neutraliser, de capitaliser sur ses points forts, de façon à faire la différence auprès des gens qui nous aident. Tout le reste, c'est de la littérature. À partir de là, il faut se dire aussi qu'il y a un deuxième principe en optimisme, qui est celui-ci. Il y a tout un tas de domaines auxquels on ne peut rien. Quand je dis rien, c'est que dalle. Le temps qu'il fait, les taux d'intérêt, la croissance mondiale, ce qui se passe dans la tête de Vladimir, ou d'Emmanuel, comme vous voulez. D'accord. En revanche, il y a tout un tas de domaines où on peut des choses. Pas beaucoup parfois, mais ça s'appelle les zones d'influence, les marges de manœuvre. Pour que des gens aient le sentiment qu'ils sont en train d'avancer dans la vie, il faut de toute façon, dans tous les cas de figure, qu'ils aient le sentiment qu'ils ont des petites marges de manœuvre sur les choses. Parfois, c'est très local, hein, c'est dans mon monde à moi. Enfin, mais sinon, si on est dans une logique, je dirais, intello de rumination, d'ailleurs, il y en a dans les entreprises des ruminateurs, hein, ils sont faciles à repérer, c'est des gens qui ont un talent de folie pour identifier avant les autres tous les trucs qui marchent mal et auxquels ils peuvent rien. Généralement, d'ailleurs, ils les apprennent par cœur, ils tiennent une liste à jour, et dès que j'arrive au bureau, ils en parlent à tout le monde longuement. Surtout autour de la machine à café, etc. Ils nous pompent l'ambiance, mais bien comme il faut. Or, on ne peut maintenir une énergie de vie que si on se focalise sur les points sur lesquels on croit qu'on a une petite marge de manœuvre, parce que c'est ça qui va être important. De même, le monde n'est fait que de solutions. Si on attend les solutions parfaites, on est mort de chez nous. Le réel, on parle de la grotte de Lascaux. Depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, on ne vit pas de la même façon. Parce que tous nos ancêtres, depuis maintenant, alors, Copain disait 350 000 ans. Depuis 350 000 ans, Homo sapiens, c'est une espèce techno. Il y a qu'à inventer des solutions techniques. Nos ancêtres n'ont pas cessé depuis des centaines de milliers d'années d'inventer des solutions techniques pour affronter les problèmes qu'on avait. La quasi-totalité de tout ce qui a été inventé par l'espèce humaine depuis sa création a été temporaire, imparfait, partiel. Ça marchait un petit temps et c'était condamné à l'obsolescence. C'est pour ça que la disruption était intéressante, c'est que de temps en temps, il y avait des sauts caliques. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça signifie qu'on vit dans un monde aujourd'hui où le droit à l'erreur, pourquoi pas, mais c'est pas le droit à l'erreur, c'est un truc de ma génération, c'est un truc de boomer, c'est un truc de... Mes enfants me le disent, papa, ça ne prend pas mal, mais c'est un truc de vieux, le droit à l'erreur. Ma fille m'a dit ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y en a à taper du droit à l'erreur? Moi, je ne veux pas que l'entreprise dans laquelle je travaille me donne le droit à l'erreur. Je veux qu'elle me donne le devoir d'essayer. Parce que si elle me donne le devoir d'essayer, ça veut dire que le droit à l'erreur, il est donné avec cadeau. Ah ben là, ça m'intéresse. Enfin, sourire à l'inattendu et à l'opportunité. Ça, pour nous, c'est un truc important, parce que dans le monde du business, comment vous dire, tout ce temps qu'on est, on carbure au plan. On croit tous qu'on fait des plans. Mais attendez, plan d'action, plan financier, plan marketing, plan de développement, plan stratégique. Plan stratégique. Il y a des gens aujourd'hui qui font des plans stratégiques à 3 ans. On ne sait pas où on sera dans 3 mois. Quelqu'un fait un plan stratégique. Attendez, mais les amis, je suis désolé. La plus grande surprise, je ne sais pas si il y a tous les hommes et les femmes qui ont fait des plans dans leur vie. La plus grande surprise que puisse nous faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu. On est bien d'accord. Bon. Parce qu'à un moment donné, on fait un plan d'action, il y a un fanal là-bas. On y arrivera tôt ou tard. On y arrivera là-bas au damier. Parfois, il sera plus loin que ça. On n'avait pas été assez ambitieux. Parfois, il sera plus près. On avait été trop ambitieux. Parfois, il sera ailleurs. Ah, on n'avait pas été assez disruptif. Une chose est sûre, hein, vous arrivez au damier là, vous vous retournez sur le chemin parcouru, jamais vous verrez ça. Si vous arrivez au damier et vous vous retournez, eh bien vous allez avoir un truc qui ressemblera à ça. Parce que le réel, ça aura été ça. Rien que des machins totalement improbables et ainsi de suite. Et enfin, je finirai avec ça. C'est un point important, ça, dans les communautés. On n'est pas tout seul. Et dans le fond, celui ou celle qui est le plus à même de me rendre optimiste, c'est un truc qu'on a un peu tendance parfois à oublier. Je n'ai pas l'impression qu'ici vous l'oubliez en revanche. Ça s'appelle l'autre. Et l'autre avec un grand A. Vous voyez, là, je suis totalement convaincu que, et on l'a vu, on l'a étudié pendant le confinement, c'était à peine cette université, qui est la grande université des études sur l'optimisme dans le monde, s'était rendu compte que dans les entreprises où les collaborateurs, les hommes et les femmes qui y travaillaient, affirmaient le plus haut niveau de confiance, non pas dans leur hiérarchie, c'est toujours bien la hiérarchie, les patrons, tout ça, mais non, en eux-mêmes, les autres, mes collègues. Je pars du principe que j'ai plutôt confiance dans la compétence de mes collègues.
J'ai plutôt confiance dans leur engagement, plutôt dans leur loyauté, etc. Dès l'instant où les gens se font confiance à leur niveau, entre eux, le niveau global d'optimisme collectif a tendance à augmenter. Et donc ça déclenche, je dirais, un principe de base qu'on devrait toujours cogiter, c'est que, premièrement, pour attirer les opportunités, la meilleure façon, c'est quand même d'en devenir une. Alors, ça marche en business et en amour. Sur l'amour, c'est une autre conférence. Et surtout, deuxième règle d'or, c'est là, je pense que si celle-là, elle était davantage mise en œuvre, il y aurait moins de guerre. Et elle est fondamentale en psychologie sociale, on appelle ça l'échange de valeurs et d'utilité. La manière la plus sûre pour atteindre ses objectifs dans la vie, ben, je suis navré, c'est de toute façon toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Parce que dès l'instant où j'aide les autres, dont j'ai besoin, j'avoue, à atteindre leurs objectifs, je passe mon temps à semer des graines de réciprocité. Et germeront pas toutes. Non. Il y en a, ça mourra de sa belle mort, c'est pas grave. Et dans le lot, il y en aura qui de temps en temps germeront. Et à un moment donné, celui ou celle qui est en face de moi, lui ou elle, pour atteindre ses objectifs, il aura besoin de m'aider à atteindre les miens. Et on rentre dans une chaîne, dans une boucle de confiance, d'échange, etc. Et plus on a compris qu'en fonctionnant comme ça, on atteint tous nos objectifs collectivement, je suis navré, ça devient de plus en plus difficile de se faire la guerre trop longtemps. Voilà. Partant de là, si vous voulez, demain est un autre jour. Ça, c'est une phrase qui avait été écrite, ça m'a mot de la fin, par une poète américaine qui disait que l'optimisme, c'était l'incarnation humaine du printemps, parce que le printemps, c'est la seule saison qui n'a pas d'extrême. L'été peut être extrême, canicule. L'automne peut être extrême, trop gris, trop triste, trop pluvieux. L'hiver peut être extrême, on peut se cailler gravement. Le printemps, c'est rare. C'est rare que les gens vous disent « Oh, le printemps, c'est bien trop printemps. Oh. » La nature comme ça qui redémarre, des fleurs partout, les gens qui rallongent, on tombe amoureux tous les 4 matins, c'est insupportable. Non, la plupart du temps, je dis « Non, c'est bien, et quand le printemps, ça n'est pas. » Il y a du pollen, bon, mais globalement, c'est pas mal. Parce que notre inconscient collectif, depuis l'ASCO, nous apprend, nous dit, nous rappelle que tous les ans, quel qu'ait été l'hiver, c'est marrant, il se passe systématiquement à un moment donné un truc qui revient comme ça. Et ça, en nous, c'est très archaïque. Ça signifie que, imaginez que vous soyez demain un homme ou une femme optimiste, et vous l'êtes probablement, pourquoi est-ce que votre optimisme, il donne de l'énergie aux autres? Parce qu'il se passe un truc dans leur tête. Parce que quelque part, ils se disent, en parlant de vous, parce que vous êtes peut-être plus optimiste que la moyenne, ils disent, ouais, il n'est pas parfait, hein? Ouais, non. Elle a ses défauts. Ouais, peut-être. Mais tu vois, je ne sais pas comment te dire, quand tu travailles avec lui ou avec elle, quand tu développes avec lui ou avec elle, quand tu crées un projet avec lui ou avec elle, ne serait-ce que quand tu vis avec lui ou avec elle, je ne sais pas comment il se débrouille, mais c'est quelqu'un, tu te dis que tant que tu seras avec lui ou avec elle, tout pourra toujours devenir possible. Je peux vous dire que si on dit ça de vous, aujourd'hui déjà, puis on le dira de toute façon demain, excellente nouvelle pour vous, excellente nouvelle pour vos proches, ici en l'occurrence, excellente nouvelle pour OpenCell et ses clients et ses partenaires, et à mon avis, excellente nouvelle pour la société tout entière. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on a bien fait d'être là ce soir. Merci. Je ne sais pas si après une interview comme ça, il y a des questions. Cela dit, vous pouvez les poser parce que moi, quand j'ai un verre à la main, ça m'inspire. Je suis là, je ne m'en pas, rassurez. Même de spritz, le spritz aussi, ça. En tout cas, j'espère que vous êtes regonflé d'optimisme. Merci beaucoup.